La situation sécuritaire, la gestion actuelle des affaires par le régime en place et la préparation des élections au centre d'une déclaration ce matin du Bureau politique national du Modène Lumana Africa. Des précisions dans cette édition. Il n'était jusqu'ici pas dans le calendrier national de vaccination. C'est désormais fait. Le vaccin anti-poliomyélotique inactivé va désormais être administré aux enfants à la 14e semaine après leur naissance. Le lancement de cette introduction a eu lieu ce matin à Filengue, c'est dans la région de Tillabéri. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information en ce samedi 11 juillet 2015 et bonne rupture de jeûne. L'actualité de ce jour, c'est cet attentat suicide en plein cœur de N'Djamena, la capitale tchadienne. Un kamikaze s'est en effet fait exploser dans le marché central de la ville. Un premier bilan de cet attentat, pas encore revendiqué, mais qui semble être une œuvre de la secte maléfique Boko Haram, fait état d'une quinzaine de morts. Récit. 9h ce matin, marché central de N'Djamena. Une personne en burqa s'approche de la porte sud. Un comportement suspect pour deux policiers présents, d'autant que le port du voile intégral a été interdit dans l'ensemble du pays le mois dernier. Un homme s'est déguisé en femme en portant une burqa. Il a tenté, n'est-ce pas, de s'infiltrer au niveau du marché par la porte sud, où il a été interpellé par un gendarme et un policier municipal qui étaient sur place. Se sentant, n'est-ce pas, menacé et être découvert par les agents de force de l'ordre qui sont sur place, celui-ci a déclenché sa bombe. C'est la deuxième fois en moins d'un mois que la capitale tchadienne, jusque-là épargnée par les attentats, est la cible d'attaques suicides. Cette fois-ci, c'est un quartier populaire qui a donc été visé. Le mois dernier, c'était les forces de sécurité qui payaient un lourd tribut dans ces violences aveugles. 38 morts après une série d'explosions dans une école de police et un commissariat. Attaque revendiquée alors par Boko Haram en représailles aux opérations menées par les soldats tchadiens au niveau régional dans la lutte contre la secte islamiste. Voilà donc deuxième attentat en l'espace d'un mois en N'Djamena, la capitale tchadienne. Prudence donc et vigilance ici. Ici au pays, justement, depuis ce matin, sur l'ensemble du territoire national, des épreuves écrites du second groupe de baccalauréat session de J 2015 dans les différents centres de Niamey. Tout s'est déroulé normalement pour les premières épreuves de la matinée. C'est ce qu'a constaté une de nos équipes qui a donc visité quelques centres. Michel Deji et Chebou Guichot. C'est dans les matières fondamentales de leurs séries respectives que les candidats autorisés à subir ces secondes épreuves écrites du baccalauréat sont appelés à composer dans l'espoir d'atteindre le nombre de points requis pour être finalement jugés dignes d'obtenir le grade de bachelier. Tout candidat qui a totalisé 176 points est autorisé donc à subir les épreuves donc de ce second groupe-là. Maintenant, comme ce sont les mêmes matières qu'ils reprennent, donc c'est une comparaison des notes. On considère après délibération la meilleure note entre les deux. Et on reprend les calculs pour voir si la somme maintenant atteint les 220. Au cas échéant, donc ce candidat est refusé. Et on lui souhaiterait bonne chance pour l'année prochaine. On souhaite quand même que le correcteur fasse de bonnes corrections. Pour le début des épreuves du second groupe, c'est bon. Les choses s'annoncent bien. On espère que même les secondes épreuves seront comme ça. Moi, j'ai repris arabe. Comment vous avez trouvé l'épreuve? Bon, ça va, Dieu merci. Je remercie le bon Dieu. Je demande au professeur de ne pas être sévère comme la première fois. Nous sommes tous leurs enfants, on est des élèves, il ne faut pas assez qu'ils nous traumatisent. Vraiment. Prévu pour prendre fin ce dimanche matin, les résultats de ces épreuves écrites du second groupe du baccalauréat 2015 sont attendus ce lundi. Un autre fait de l'actualité dans notre pays aujourd'hui, c'est cette déclaration ce matin du Bureau politique national du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Lumana Africa sur la situation sociopolitique de notre pays. On y apprend entre autres que la décision prise hier en Conseil des ministres par le gouvernement de transmettre une requête aux fins de levée de l'immunité parlementaire d'un député concerne un député du groupe parlementaire, le président même du groupe parlementaire du moderne Lumana Africa, M. Bakary Seydou. Le résumé de cette déclaration dans ce élément.
Dans cette déclaration, le parti de Hama Amadou s'est d'abord penché sur la situation sécuritaire du pays qui a engendré de nombreuses pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants pour lesquels, selon le modèle Lumana Africa, le gouvernement et le régime du président Issoufou Mahamadou n'ont ni respect ni compassion pour le peuple. Cette situation est du reste le fait des décisions du régime en place, estime le bureau politique national du parti, qui a par ailleurs eu une pensée pour un de ses membres, Youba Diallo, qui garde prison depuis quelque temps. Pour le parti, il reste un prisonnier politique victime d'une adversité maladive. C'est au nom de cette même adversité maladive que Issoufou Mahamadou, vous particulièrement à son Excellence Hamamadou, président du parti, que le samedi 4 juillet 2015, son fils Ismaël Hamamadou a vécu les affres d'une perquisition humiliante. Cette perquisition longtemps programmée rentre dans le cadre d'un plan ourdi pour dissuader le président Hama de regagner le Niger. Tout le monde l'aura compris. C'est au nom de cette même adversité que le vendredi 10 juillet 2015, le Conseil des ministres a demandé la levée de l'immunité parlementaire de M. Seydou Bakari, député président du groupe parlementaire de Lumana Africa. L'autre sujet évoqué dans cette déclaration, ce sont les élections en vue dans notre pays. L'état de leur préparation ne présage rien de meilleur pour le pays, selon le parti. Autant les élections à venir sont importantes pour notre pays, autant leur dévouement par Issoufou Mahamadou et son gouvernement annonce forcément des moments difficiles et instables pour le Niger. D'ores et déjà, des informations de terrain nous rapportent régulièrement des tentatives et autres malversations dans le recensement électoral que nous savons du reste bâclé à dessein comme si le gouvernement avait un autre fichier. Le modèle Lumana Africa, engagé aux côtés des partis membres de l'Alliance pour la réconciliation, la démocratie et la République ARDR, est fermement convaincu que l'alternance est inévitable en 2016. Le modèle Lumana Africa n'acceptera aucune immixtion ou même mise du gouvernement et de l'administration sur les élections. Tout comme il n'acceptera aucun compromis quant à la récusation de la Cour constitutionnelle dans sa composition actuelle. Le modèle Lumana ne fera aucune concession sur l'organisation des élections dans l'ordre séquentiel tel que prévu par l'ordre de fin des mandats, c'est-à-dire les élections locales d'abord, ensuite les législatives et enfin les présidentielles. À 2 jours du verdict de la Cour d'appel sur la compétence du premier juge de connaître l'affaire dans laquelle est impliqué leur leader, le bureau politique national du modèle Lumana Africa a instamment demandé aux militants du parti de s'activer à la préparation de son retour au pays. Il n'y aura pas de grève la semaine prochaine dans le secteur de la justice. Le syndicat national des agents de la justice a en effet prévu d'observer un mouvement de grève de 5 jours à compter du lundi prochain. Mais finalement, un accord a été trouvé avec le ministère de la Justice et le bureau du syndicat a décidé de lever le mot d'ordre. Sadou Doumi et Hassan Saleh Mustafa. Après plusieurs séries de grèves qui ont paralysé le ministère de la Justice, les agents de la justice et le ministère ont trouvé finalement un terrain d'entente à la veille d'une nouvelle grève de 5 jours qui devait commencer le 13 juillet prochain. Le syndicat national des agents de la justice exige entre autres le paiement des indemnités et autres incidences financières, des formations continues, la réactualisation des textes relatifs à la tarification de tous les actes du greffe. Des revendications qui ont enregistré une avancée significative selon le SNAJ. Le gouvernement a fait des efforts significatifs par rapport au règlement de nos points de revendication. Dans tous les cas, la lutte elle est perpétuelle. On prend maintenant les acquis qu'on a, maintenant encore la lutte continue plus tard. D'abord, nous avons eu le décret d'application de la loi et nous avons aussi les ouvertures sur les autres corps parajudiciaires. Et nous pensons que déjà un pas a été franchi par rapport à cela. Nous serons obligés d'assouplir un peu le combat
pour ce mois béni de Ramadan là, et puis pour pouvoir projeter, faire autre action plus tard. Et puis la question des incidences financières là, vous savez sans doute que ça a été déjà réglé et ça fait déjà un ouf de soulagement pour les camarades. Le syndicat national des agents de la justice décide ainsi de lever son mot d'ordre de grève de 5 jours de la semaine prochaine. La dernière grève observée par les agents de la justice a duré aussi 5 jours, soit du 8 au 12 juin dernier. Une grève largement suivie. C'est l'un des titres de cette édition. Le vaccin anti-poliomyélitique inactivé est désormais inscrit dans le calendrier vaccinal national de notre pays. La cérémonie officielle de l'introduction de ce vaccin dans le calendrier national de vaccination a eu lieu ce matin dans le département de Filengue, dans la région de Tillabéri. Elle a été présidée par le ministre en charge de la Santé, Manu Agali, en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Nasser Dantoufou. Touchant généralement les enfants de moins de 5 ans non vaccinés, la poliomyélite est une maladie infectieuse, très contagieuse, invalidante, voire mortelle. Au Niger, même si aucun cas n'a été enregistré depuis décembre 2012, des efforts continuent d'être déployés pour une éradication complète au niveau national que mondial. D'où cette présente cérémonie de lancement officiel de l'introduction des vaccins polio injectables. Tour à tour, le maire de Filengue et le gouverneur de la région de Tillabéri ont salué le choix de leur entité administrative et aux partenaires techniques accompagnant le Niger dans cette lutte de souligner l'importance de cette campagne. Le Niger fait un énorme pas en avant aujourd'hui en introduisant ce vaccin dans son programme de vaccination de routine. L'objectif ultime est d'éradiquer cette terrible maladie invalidante. Ce serait la deuxième fois après la variole qu'une maladie aura été éradiquée chaque fois grâce au vaccin. Comme vous le savez tous, le virus de la poliomyélite ne connaît pas de frontières. Et tant qu'il restera un seul cas quelque part dans le monde, tous les enfants risquent de contracter la maladie. La vaccination, qu'elle soit de routine ou de masse, est une activité critique pour l'éradication de la polio. Pour atteindre l'objectif d'éradication, la couverture des campagnes de masse doit être excellente. Au moins 90% des enfants doivent être vaccinés. Cependant, vous, parents et familles, devez être vigilants en amenant vos enfants à se faire vacciner, en vous assurant que les mains sont lavées à l'eau et au savon, après les selles, avant et après chaque repas, en évitant la défécation à l'air libre, en vous assurant que chaque ménage construit sa latrine, en amenant vos enfants au centre de santé en cas de maladie. Dans son discours de lancement de cette campagne, le ministre de la Santé publique a tenu à lancer un appel à toutes les composantes de la nation pour une adhésion massive à la lutte contre cette maladie invalidante. Une introduction réussie du vaccin injectable contre la poliomyélite dans le programme élargi de vaccination de routine est conditionnée par une adhésion des parents aux objectifs de la vaccination. C'est dans ce cadre que le ministère de la Santé publique fera de cette entreprise son cheval de bataille pour donner un nouvel élan à la vaccination de routine, combien bénéfique pour la santé de nos enfants. Je saisis cette opportunité pour appeler les autorités administratives et politiques, les leaders religieux et traditionnels, professionnels des médias, professionnels de santé, société civile, à contribuer davantage aux efforts visant à susciter l'adhésion des parents à l'objectif mondial d'éradication de la polio. Ainsi, c'est le ministre de la Santé qui a donné le coup d'envoi à Filengue. Les autres régions du pays emboîteront également. Réunion ce matin du bureau de la Commission électorale nationale indépendante CENI élargie au président des sous-commissions de la dite institution. L'objectif, c'est de restituer les travaux, les points évoqués lors d'une formation reçue il y a quelques jours par les membres de cette commission. C'est en présence de nos reporters Nasser Sedou et Nafissa Zakou. C'est suite à la formation dispensée aux membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur l'introduction à l'administration électorale que cette réunion du bureau élargi de la CENI a été organisée.
Occasion pour le premier rapporteur général de la CENI de restituer les travaux de 2 jours. Le président a d'abord saisi l'occasion pour féliciter et encourager les différents membres du bureau des sous-commissions et les exhorter à s'investir pleinement pour que la CENI dispose d'un chronogramme et d'un budget dans les plus brefs délais. Il a ensuite décliné les axes prioritaires de chaque sous-commission comme suit. Pour la sous-commission défense et sécurité, définir un plan de sécurité et en évaluer le coût en tenant compte de la diaspora. Pour la sous-commission logistique, inventorier le matériel existant et évaluer les besoins pour chaque scrutin en prenant compte le vote de la diaspora. Pour la sous-commission communication et accréditation, définir un plan de communication et de formation, créer un site web pour la CENI. Pour la sous-commission administrative et juridique, élaborer un recueil de textes électoraux et proposer un projet de chronogramme des élections. Le premier vice-président de la CENI a quant à lui souligné l'objet de cette première réunion du bureau élargi de la CENI. Aujourd'hui, il s'agit de réunir le bureau élargi à la suite d'une première réunion pour faire le point des budgets que chaque sous-commission a pu élaborer et discuter également du chronogramme des élections. Il s'agira notamment de pouvoir, à la suite de la réunion, sortir un budget indicatif et un chronogramme indicatif à soumettre à la plénière à la prochaine réunion. C'est dans le cadre des activités de la CENI relativement aux missions assignées à la sous-commission communication que cette formation assurée par un consultant du PNUD a été organisée. Autre aspect de ce journal, en prélude à la 3e conférence internationale sur le financement du développement prévue du 13 au 16 juillet prochain à Addis Abeba en Éthiopie, le consortium nigérien d'organisations et associations dans le secteur a organisé ce matin une journée de concertation placée sous le thème audience citoyenne. L'objectif est de faire des recommandations par rapport à ce rendez-vous d'Addis Abeba. Soumaïl Abdoulaye et Assoumana China pour le compte-rendu. Du 13 au 16 juillet 2015 prochain se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie la 3e conférence internationale sur le financement du développement. Cette activité vise à préparer le Niger pour mieux répondre à ce rendez-vous où il sera question de la lutte contre le changement climatique, la pauvreté et les inégalités. Cette journée citoyenne de concertation sur le financement du développement a pour objectif de contribuer à la création d'un dialogue social pour faire porter les préoccupations des organisations de la société civile relatifs au financement du développement par les autorités compétentes, attendez ici les décideurs politiques, qui participent à la conférence d'Addis Abeba. De façon spécifique, c'est aussi d'informer les participants sur les enjeux de la conférence internationale sur le financement du développement, faire un état de lieu sur le financement du développement au Niger, élaborer des recommandations à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Si ces deux enjeux doivent être pensés de manière conjointe, cependant, le besoin en financement pour le développement et la mise en œuvre de politiques et programmes adéquats doivent être d'une part à la hauteur des enjeux et d'autre part additionnels. C'est-à-dire qu'un même financement ne doit pas pouvoir être comptabilisé à la fois pour le développement et pour le climat. Dans le cas contraire, tout financement consenti pour le climat se ferait au détriment d'un autre enjeu clé du développement, par exemple l'éducation et la santé. En ouvrant les travaux de cette journée, le ministre de l'Environnement a salué cette initiative des organisations de la société civile qui accompagnent le gouvernement pour l'atteinte des objectifs du développement. À l'instar du monde entier, le Niger s'est engagé dans la prise en compte des changements climatiques à travers la mise en œuvre des projets et programmes sur l'adaptation au changement climatique, la résilience des populations face au changement climatique et aux crises de catastrophes qui concourent à la réduction des impacts négatifs sur le développement socio-économique du pays. Chers organisateurs, votre présente initiative très louable est à féliciter à plus d'un titre, car cette rencontre s'inscrit dans ce mouvement d'ensemble pour le respect des engagements des pays développés dans le cadre du financement de la lutte contre les changements climatiques. Au vu de la qualité des participants et des conférenciers autour de ce sujet combien important, je ne doute point des recommandations pertinentes qui sortiront de cette rencontre. La participation du Niger à cette rencontre de haut niveau est une opportunité pour porter les préoccupations de lutte contre la pauvreté et pour le développement de notre pays.
Cette rencontre permettra donc d'outiller la délégation nigérienne qui prendra part à la conférence d'Addis Abeba afin de mieux défendre le positionnement du Niger sur le développement économique et social. Enfin, le groupe de presse radio et télévision Bonferré a procédé hier après-midi à la remise des prix aux lauréats de la 7e édition de la Moussabaka, le concours de lecture et de mémorisation du Saint-Coran qu'il a organisé à l'occasion de ce mois béni de Ramadan. Il y avait 3 catégories pour ce concours et les meilleurs de chacune d'elles ont été primés en présence de nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Cette cérémonie solennelle marque la fin de la 7e édition du concours de lecture du Saint-Coran, communément appelé Moussabaka, organisé par le groupe Bonferré à l'avènement du mois béni de Ramadan. Ainsi, 10 jours durant, les participants à ce concours ont eu à rivaliser de talent dans 3 catégories à la satisfaction du premier responsable du groupe Bonferré. Après 2 années de délocalisation à la mosquée Imam Malik pour cause de réaménagement technique de nos plateaux, il a pu être organisé cette année au sein du studio A de la télévision, d'où le concours a été retransmis en direct sur les antennes de la radio et de la télévision. Les 10 jours de compétition ont permis de voir se succéder devant le jury une 60aine de candidats, les uns les plus excellents que les autres. Le jury a su apprécier les meilleurs d'entre eux et dans quelques instants, ils seront récompensés. Cette compétition est d'une importance qui n'est plus à démontrer pour la communauté musulmane que nous constituons. Tout au long de ce mois béni, Bonferré Télévision a fait recours à son personnel professionnel et dynamique et à son matériel de retransmission en direct pour permettre aux auditeurs et téléspectateurs de profiter au maximum des bienfaits de ce mois béni. Vint ensuite la proclamation des résultats avec le premier prix Roubou, remporté par Aïcha Tahirou, qui s'en sort avec une moto Cassia, un billet de Umrah, un billet de bus Rimbo et divers lots. Pour la moitié du Coran au Nifsou, le premier prix revient à Mohamed Abdallah avec une moto, un billet de Umrah, un billet de bus, 100 000 francs et plusieurs lots. Quant à la catégorie Kamil ou Coran complet, elle est remportée par Mohamed Ahmed avec une moto, un terrain de 400 mètres carrés, un billet de Umrah et plusieurs lots. En marge de cette cérémonie, le président du comité d'organisation nous parle des difficultés rencontrées au cours de cette édition. Le problème, c'est peut-être l'absence des lauréats qu'on a constaté. Donc, il y a la majorité des lauréats qu'on a pu rejoindre comme au niveau de l'inscription. Nous prenons leur contact. Donc, malheureusement, il y a d'autres qui ne sont pas là parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas même ici, comme le premier de Nice. Donc, il est déjà réparti au Nigeria. Et donc, il a eu un empêchement et les autres aussi. On a essayé de les rejoindre, mais on n'a pas eu leur contact parce que peut-être c'est les problèmes de réseau ou bien il y a des empêchements. Donc c'est ça seulement qu'on a consenti. Il y a aussi peut-être une erreur qu'on a eue. Il y a un petit là qui est venu récupérer le cadeau de quelqu'un. Donc c'est ça seulement le souci qu'on a eu, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, tout est bien qui finit bien et le groupe Bonferré vient encore une fois de réussir dans l'organisation de ce concours que constitue la Moussabaka, qu'a bien voulu accompagner l'un des gagnants avec cette prière. Et c'est sur ce que se referme cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir.